Bonjour à tous. En l'absence de Françoise Gauthier, qui est en mission aujourd'hui, il me revient l'honneur et le plaisir d'introduire cette œuvre en scène qui va nous être présentée dans un instant par Elisabeth Le Breton, donc une collègue. Elisabeth est conservateur au département des antiquités grecques, étrusques et romaines, où elle a la charge de la collection de moulages d'antiques, qui est conservée donc dans la gypsothèque du musée du Louvre, elle-même installée dans la petite écurie du roi à Versailles, donc juste en face du château. Et on a la charge de cette collection depuis 2001, lorsque la gestion de la collection a été confiée au musée du Louvre. Alors, depuis cette date, Elisabeth a acquis donc une connaissance inégalée sur cette collection. Elle est devenue une spécialiste reconnue donc dans le domaine et anime activement un réseau de recherche sur les collections de moulages, réseau qu'elle a elle-même initié. Donc, dans ce cadre si singulier et tellement fructueux de l'œuvre en scène qui nous permet de pénétrer au plus profond d'une œuvre, Elisabeth va nous présenter un dossier à la fois remarquable et passionnant sur lequel elle a travaillé des années durant, donc celui du tirage en plâtre du Gaulois mourant, qui est une œuvre emblématique des musées du Capitole à Rome. À travers l'étude approfondie donc, de ce moulage, que l'on peut qualifier d'historique tant il est ancien, c'est toute notre relation à l'antique qui apparaît sous un nouveau jour. Je lui laisse maintenant la parole. Merci. Merci Cécile. L'œuvre en scène, bonjour à tous, de ce jour est consacrée à une œuvre des collections du musée du Louvre, une pièce en plâtre du Gaulois mourant du Capitole, comme vient de vous le dire Cécile Giroir, qui est conservée habituellement dans un lieu aujourd'hui connu sous le nom de gypsothèque du musée, dans les écuries du roi, bâties par Jules Hardouin-Mansart à Versailles. 3 vastes galeries s'articulant autour d'une rotonde centrale abritent là-bas un conservatoire de modèles romains et grecs, un répertoire constitué peu à peu depuis le temps de l'Académie royale de peinture et de sculpture au Louvre au XVIIe siècle et ensuite durant plus de 3 siècles. Ce corpus a porté tour à tour les marques de l'idéal qu'on cherchait à atteindre à ce moment-là dans les valeurs éthiques, politiques comme dans les arts, des marques romaines tout d'abord, puis plus tard, à partir du XIXe siècle, grecques. L'un des moyens les plus sûrs et les moins onéreux pour y parvenir a été offert alors aux artistes sous la forme de modèles, des statues, des reliefs en plâtre moulé. Ce sont ces modèles que Diderot appelait avec élégance les apôtres du bon goût. En 1999, à la demande de la direction des musées de France, le musée du Louvre puis le département des antiquités grecques, étrusques et romaines ont été invités à procéder au récolement de collections qui étaient réparties à Versailles dans les 2 écuries du roi, deux écuries que vous avez à l'écran face au château, qui sont symétriques mais non semblables. En effet, vous voyez que seule la petite dispose d'une rotonde. Là-bas, dans la grande écurie, nous découvrîmes une situation très singulière, comme un temps qui se serait arrêté, un spectacle figé, et nous avons procédé au récolement de ces collections. Mais en effet, depuis 30 ans, 3 ensembles, l'un provenant de l'École des Beaux-Arts de Paris, un deuxième de la Sorbonne, Institut d'art et d'archéologie par la suite, et enfin un dernier du Louvre, ont été réunis, déplacés donc depuis Paris entre 1970 et 1973, et destinés à constituer le socle d'un musée, un musée qui porterait le nom de Musée des monuments antiques. À l'issue de ce travail de récollement qui a été fait par Jean-Luc Martinez, Christophe Piccinelli d'Asso et moi-même, en 2001, comme vous le disait Cécile Giroir à l'instant, le musée du Louvre est devenu affectataire de l'ensemble qui était abrité là-bas. Un héritage qui avoisine les 5500 numéros qui, pour un grand nombre alors, étaient des pièces tout de même très endommagées. Depuis cette affectation, de vastes campagnes de restauration ont été conduites avec pour objectif
fixé dès le départ avec la direction des musées de France une réhabilitation de la collection. 2 personnes ont porté et soutenu ce projet. Notre ancien président-directeur Henri Loirette, qui a en particulier veillé à sanctuariser les sommes allouées aux campagnes de restauration fondamentales pour lesquelles le Louvre était engagé vis-à-vis de la direction des musées de France, et Jean-Luc Martinez, notre président-directeur actuel, qui avait d'ailleurs réalisé le récolement aussi. Le plâtre du Gaulois mourant du Capitole, que vous avez sous les yeux, fut la première œuvre que nous avons restaurée. Mais avant de nous pencher littéralement sur le Gaulois mourant, avec l'équipe de l'auditorium, nous avons choisi de pousser la porte et de vous faire entrer quelques instants dans les 3 vastes galeries de la petite écurie pour comprendre comment y ont été développés nos programmes muséographiques qui couvrent les 3 grandes périodes de l'art grec et romain, axés autour de cette rotonde que vous avez aperçue tout à l'heure et aussi autour de 2 reconstitutions d'ordre architecturaux et statues qui orientent les visiteurs. Vous allez apercevoir rapidement un angle du fronton du Parthénon à Athènes et un autre du temple des Dioscures conservé in situ sur le forum romain. Et je vous invite à rentrer dans les écuries où nous allons être invités par le cocher du cirque de Louis le Comte qui surplombe le portail, une pièce de 1680. Et nous allons entrer tout d'abord dans l'allée d'honneur qui abrite des pièces de la Grèce archaïque et préclassique, des statues de Delphes sous vos yeux. Nous approchons de la rotonde invitée par le Dioscure du Quirinal qui est juste au premier plan devant le temple de Castor et Pollux. Nous sommes ici dans la galerie de la Grèce classique, avec des pièces du Théséion à droite, tandis que se déroule la statuaire de la Grèce classique d'autre part. À l'extrémité de cette galerie s'ouvre la galerie de l'Acropole à Athènes, qui abrite le baldaquin de l'Érectéion, célèbre par ses cariatides. Mais nous revoilà déjà sous la rotonde pour rejoindre la galerie de la Grèce hellénistique et romaine, invitée par le Dioscure du Quirinal. Des pièces romaines, des envois d'Ingres, directeur à l'Académie de France à Rome, ont été répartis dans cette galerie. La victoire de Brescia, et nous aboutissons au groupe des Niobides. Je vous invite à retenir la dernière pièce qui est à droite. Vous voyez cet homme qui s'enfuit, qui se recouvre. Nous aurons l'occasion d'y faire allusion tout à l'heure dans un autre contexte. La Grèce hellénistique nous conduit directement à un ensemble de pièces, aujourd'hui clairement identifiées, la Diane de Versailles, la Talente. Vous reconnaissez tous ces grands modèles, l'Arotino ou le Remouleur, et vous allez faire connaissance avec notre plâtre dans son environnement, ici au pied du temple des Dioscures, ou connu avant sous le nom de Jupiter Stator. Revenons à présent à notre Gaulois ici présent, dont l'attrait ne s'est jamais démenti au cours des siècles, pour rejoindre l'œuvre originale d'où il émerge, le Gaulois du Capitole, une œuvre romaine abritée donc à Rome. C'est celui que l'on appelle encore le Galate mourant, parfois encore le gladiateur mourant, l'une des plus célèbres œuvres de l'Antiquité à nous être parvenue.
La plus ancienne mention de cette œuvre date de 1623. Elle est alors inscrite à l'inventaire de la famille Boncompagni Ludovisi et pourrait avoir été découverte par cette famille à l'occasion de la construction de la villa entre 1621 et 1623. Ce que nous devons retenir par rapport à cette découverte, c'est principalement, me semble-t-il, que la villa est construite à l'emplacement de ce qui étaient les jardins de Salluste dans l'Antiquité et sur lesquels se dressait la villa de César précédemment. Cette œuvre est une copie romaine d'un original grec qui pourrait avoir appartenu à un grand monument votif d'époque pergaménienne, mais je vous renvoie, pour ceux d'entre vous qui souhaiteraient en savoir davantage, aux remarquables travaux de François Quérel. Cette copie romaine que vous avez à l'écran est une copie d'une œuvre aujourd'hui disparue, mais surtout va m'aider à faire comprendre que la manière que Rome va développer pour obtenir, certes, des modèles, et en particulier celui-là, mais encore en toile de fond, et nous devrons le garder à l'esprit, toutes ces acquisitions, les valeurs de l'Antiquité grecque. Parce que pour s'approprier ces valeurs, la Rome classique va elle-même créer son corpus sur la base d'originaux grecs. Alors, je ne dis là rien d'extraordinaire. Simplement, ce premier corpus était lui-même en plâtre et il sera copié de la même manière que, nous le verrons, l'Europe tentera de s'approprier l'Antiquité romaine. Avant de revenir sur ce sujet, examinons, s'il vous plaît, Notre Gaulois mourant. Une œuvre, je choisis de faire la description à partir du plâtre que nous avons sous les yeux, qui est donc la réplique de la pièce du Capitole, une œuvre qui mesure près de 190 cm de long pour 93 cm de haut et 89 cm de large. Elle représente un homme grandeur nature, il est grand, nu, à demi couché, le corps très incliné vers la droite et le buste penché vers l'avant. Il repose, et vous commencez à le deviner, exclusivement sur la fesse et la jambe droite. Vous notez que la fesse gauche est complètement décollée, ainsi que sa jambe gauche. Et il prend un appui, de ce fait, sur sa main droite. Sa tête est relâchée, elle est tombante, il a les cheveux hirsutes, en mèche rebelle, et une moustache soignée, assez fournie. Mais l'élément qui nous permet de comprendre son appartenance à un groupe est cet anneau qu'il porte autour du cou, massif, très présent, vous l'aurez immédiatement reconnu, il s'agit du torque des Celtes. Cet homme, il est blessé. Sa blessure est bien visible et l'ouverture qu'elle fait dans le flanc droit laisse perler quelques gouttes de sang. Et par ailleurs, le Gaulois, posé sur un grand bouclier qui couvre une partie de ce qui constitue le socle, la terrasse. Ses armes sont déposées sur ce socle, plutôt sur le côté droit. Vous apercevez à proximité de sa main droite, il vient, semble-t-il, de la lâcher, l'épée ornée d'un pommeau zoomorphe, et à côté, un baudrier et une ceinture voisine à côté d'un grand corps. Nous sommes face à la représentation d'un guerrier à peu de temps de mourir, un guerrier gaulois, et les informations dont nous disposons nous laissaient imaginer qu'il pouvait être ancien.
Beaucoup plus tard, par rapport à la Rome antique dont nous parlions tout à l'heure et la pratique qui était celle de la Rome antique, à partir du XVIe siècle en France, avec François Ier et le primatisme, sans le savoir, les Français vont d'une certaine manière à leur tour répliquer la pratique romaine, la méthode, pour s'approprier les modèles. Ainsi, et en résumé, l'appropriation de l'Antiquité grecque par Rome, puis l'appropriation de l'Antiquité romaine par la France et l'Europe, repose dans les deux cas sur trois dénominateurs communs. Un matériau qui est le plâtre, une technique, le moulage, et le troisième point, les modèles. Pour Rome, des modèles grecs, et on voit notamment les modèles hellénistiques, mais ça n'est pas exclusif. Et pour Paris, du XVIe siècle au XVIIIe siècle, des références qui sont issues de la grande statuaire antique de la Rome impériale, c'est-à-dire les mêmes modèles que ceux qui sont retenus par Rome. La technique d'appropriation et le répertoire vont s'épanouir pleinement au XVIIe siècle, en particulier grâce à la politique menée sous Louis XIV et aux grandes commandes. On peut penser à Colbert, à Louvois. Parmi ces modèles, notre plâtre, une réplique donc, vous l'aurez compris, de l'œuvre du Capitole. Mais maintenant, est-ce que cela suffit de se dire que nous connaissons ce modèle depuis longtemps pour pouvoir le dater? Hélas, nous allons être en difficulté. Comment répondre aux questions quand, comment et pourquoi un Gaulois mourant à Paris? Comment éclairer son histoire? Pour espérer avancer sur ces points, la seule option qui s'offrait à nous était une approche technique. En effet, le matériau plâtre, donc comme vous le savez, un matériau qui est issu de la cuisson d'une roche, le gypse, ce matériau plâtre ne se date pas. Et la technique mise en place pour traiter le plâtre dans l'idée de répliquer a précisément vocation à démultiplier une forme. Les difficultés sont donc entières quant à dater les pièces. Alors à ce propos, arrêtons-nous un instant sur la terminologie. Sous les yeux, cette définition du manuel Roret du mouleur daté de 1850, l'art de prendre des empreintes, de faire des creux sur des reliefs et de reproduire les originaux à partir des creux. Voilà la définition du moulage. Le terme de creux est alors synonyme de moule, sans doute l'aurez-vous compris, le moule qui nous est sans doute plus familier. Il s'agit tout simplement du résultat. La matrice est le résultat de la prise d'empreinte. Et l'action de mouler, elle, pourra être exprimée de différentes manières. Cela sera tantôt jeté, c'était utilisé dans les temps anciens. Les mouleurs nous expliqueront comment on jette le plâtre dans l'empreinte au départ. L'autre terme sera de former. Une autre action importante et même déterminante en l'occurrence pour notre démonstration de ce matin est l'action de surmouler. Je vous rassure, je n'ai pas l'intention de développer tout le répertoire technique, mais surmouler, c'est tout de même important. Cela consiste simplement à prendre une empreinte sur une pièce moulée, soit le moulage d'une forme moulée existante. Le terme de moulage est souvent employé indifféremment pour la technique et pour l'objet. Je le réserverai à la technique, pas à l'objet obtenu par cette technique. Pour l'objet en plâtre, je préférerais le mot tirage ou encore jet ou encore forme suivi du matériau ou parfois tout simplement, je dirais, le plâtre. Mais ça, je suis sûre que vous en conviendrez puisque quand vous mangez, quand on croque un chocolat, il ne vient à l'idée de personne de dire qu'on mange un moulage ou un gâteau. Donc vous mangez un chocolat
Et pourtant, l'opération qui a consisté à avoir ce chocolat, c'est tout simplement un moulage. Alors, on parle souvent de moulage pour les plâtres et de manière assez exclusive et étonnante, mais tout à fait impropre, parce que très vite, on n'arrive plus à se comprendre. Ces objets en plâtre, pour des raisons techniques et pratiques que vous comprendrez, sont souvent réalisés en plusieurs parties, en plusieurs pièces, que l'on appelle des sections quand il s'agit des pièces principales, et souvent des abattis quand il s'agit de pièces plus petites. Elles sont alors assemblées ensuite et jointoyées au plâtre. Après cet aperçu terminologique, nécessaire me semble-t-il pour nous comprendre, sont mises toutes les difficultés que nous allons pouvoir rencontrer compte tenu des problèmes pour dater. De fait, d'une prise d'empreinte peuvent donc être obtenues diverses épreuves, et il n'est pas rare que plusieurs exemplaires d'un même modèle voisinent dans la même institution, et même, ici vous voyez, la petite Cérès, ancien plâtre et nouveau plâtre aussi. Identifier un modèle n'est pas déterminant, et ça n'était pas là que nous allions pouvoir avoir la clé de compréhension des œuvres. D'autre part, un plâtre peut être facilement déplacé. Il peut être restauré à de nombreuses reprises. Peut-être que cela ne vous aura pas échappé lors des balayages que nous avons déjà pu réaliser, puisque c'est visible sur ce Gaulois au niveau de ses deux mains, mais regardez au premier plan sa main gauche, plus blanche, et des parties réparées. Comment dater une partie réparée? Un tirage peut être aussi, je vous l'ai dit, surmoulé. Il n'est jamais signé, et tout plius peut-il porter une estampille qui indique l'atelier de restauration, mais ces estampilles ne seront effectives qu'à partir du milieu du XIXe siècle. Autant de situations qui font obstacle à la datation des pièces. Or, au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, les plâtres voisinent avec les marbres dans les collections royales au Louvre. Nous les retrouvons dans la salle des antiques du roi. La perception que nous avons aujourd'hui, au XXIe siècle, de ce matériau et de ce modèle est très éloignée de celle que pouvaient avoir ces hommes des siècles passés. Plusieurs éléments, quand on vit à Paris, peuvent venir perturber la lecture. On est en fait, tout de même, il faut le reconnaître, sur une des plus grandes lentilles de gypse au monde, une des plus belles, et qui a banalisé ce matériau. Ce qui est important au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est le modèle, s'approprier le modèle, et indéniablement une autre condition, qu'il soit blanc. Donc le matériau est annexe, évidemment, ce sera important qu'il soit en marbre ou qu'il ne soit pas en plâtre quand il s'agira de pièces que l'on mettra à l'extérieur. Le Gaulois fut au nombre des modèles très recherchés, et en 2004, si nous le restaurons, c'est parce qu'il est très marqué. Il porte des séquelles lourdes qui nous racontent une traversée du temps difficile à certains moments de son histoire. Vous avez à gauche une série de documents d'archives qui nous montrent l'état dans lequel nous héritons du Gaulois, fracturé de manière très large au niveau de son épaule droite. Vous devinez la partie restaurée à la caméra. Ensuite, au niveau de la terrasse de la cuisse, tout était ouvert. Cela vous permet de comprendre aussi que nous aurons eu largement accès aux matériaux constitutifs de l'œuvre. Juste au niveau de la main, là vous apercevez sous la cuisse, l'œuvre est complètement désolidarisée de la terrasse. Vous devinez l'ouverture dans la cuisse et cette fine marque blanche que vous devinez à droite vous permet de comprendre ces séquelles.
la main droite était complètement ouverte. Il est plein de petites taches. Nous allons voir ici l'ouverture des armatures en bois. Thierry balaye le poignet, le dos, lui-même très abîmé, très réparé. La terrasse est restée lacunaire. On a la chance de voir comment le Gaulois est vraiment décollé avec la fesse droite par cette vision. Le pied était arraché, fracturé. Les désordres structurels, vous le voyez, étaient extrêmement importants. Le talon complètement arraché, une armature a éclaté. Et là, le genou lui-même était ouvert. La restauration, remarquable, a été réalisée donc en 2004 et 2005 par Pascal Romégous et Laure Chavannes, in situ, dans les écuries du roi. Nous avons commencé par cette œuvre compte tenu de son état pour essayer de sauver ce qu'il était possible. Et tout au long de la restauration, après avoir bâti une grille clinique qui allait être applicable à toutes les œuvres que nous allions restaurer à partir de cette année-là et par la suite, eh bien, nous avons relevé de manière systématique toutes les informations susceptibles de nous permettre d'obtenir ce que j'ai appelé leur carte d'identité technique. Vous voyez à l'écran que le Gaulois repose aujourd'hui, j'allais dire, un peu moins mourant qu'il ne le fut jusqu'en 1999, sur ce que l'on appelle un nid d'abeille. Ça n'est pas une plaque qui est décorative, elle a vocation à amortir et répartir la masse de l'œuvre sur l'ensemble et donc permettre aux Gaulois de voyager et de nous rejoindre. À propos de cette carte d'identité technique dont je vous parlais à l'instant, il s'est agi pour nous de comprendre la technique de mise en forme de cette œuvre et le résultat obtenu. C'est-à-dire ce que nous pouvions apprendre de 3 points, de 3 dossiers fondamentaux que nous allons tour à tour ensemble étudier. C'est-à-dire quel type de moule a été utilisé, que pouvions-nous apprendre du tirage lui-même et finalement, quels étaient les matériaux constitutifs de cette œuvre, de ce plâtre. C'est en premier lieu à partir des données collectées en surface qu'a été mise en évidence le fait que le tirage avait été obtenu à partir d'une opération dite de moulage à bon creux. Alors c'est une technique qui repose sur le principe d'un moule réutilisable et qui tient son nom par comparaison avec une autre technique, une technique qui, du coup, n'a pas un moule réutilisable et que vous connaissez sous le nom de moule à creux perdu. Pour ce qui nous concerne, notre bon creux est fait de nombreuses petites pièces en plâtre qui viennent épouser les contours les plus complexes d'un volume de façon à ce que le modelé soit pleinement fidèle et saisi. Ainsi, pour l'ensemble du volume de l'œuvre, le moule est fractionné en pièces multiples qui s'assemblent entre elles, qui s'ajustent parfaitement, vous le devinez à l'écran, et qui doivent en principe s'enlever, avec aisance. Ces pièces sont ensuite maintenues entre elles par une chape de plâtre qui constitue un écrin qui enserre l'ensemble. Et l'exemple que vous avez à gauche, je le dois à la manufacture de Sèvres qui m'a permis de prendre cette photographie. Et vous voyez toutes les petites pièces
qui épousent parfaitement le creux qui est la chape. Pour les épreuves issues d'un moule à pièces, nous avons évidemment, de ce fait, toutes les chances de pouvoir reconnaître en surface les traces de la pose des pièces. Encore que, très souvent, il peut y avoir des réparations ou des masquages. Pour le Gaulois mourant, vous le reconnaissez en surface, le résultat d'une prise d'empreinte à partir de ce type de moule. Un faisceau permet de reconnaître la technique et cela sera prélevé pour remplir la grille clinique dont je vous parlais tout à l'heure. Les marques des pièces sont visibles et nombreuses. Elles sont lisibles par la présence d'un réseau de ce que l'on appelle des coutures, c'est-à-dire de légers petits reliefs en plâtre qui sont témoins de la jonction de différentes pièces du moule. Et ce réseau de coutures, ici, est très serré et dense. Souvent, tout de même, elles sont assez discrètes. On les a, dit-on, réparées, c'est-à-dire effacées une fois que le travail était achevé. Ici, elles sont très présentes. Elles sont singulières. Évidemment, elles sont courtes puisque les pièces sont petites et elles sont donc de petite dimension. Mais elles ont des crêtes qui sont particulièrement larges. Vous le devinez sur la joue gauche du Gaulois. Et elles sont en plus comme écrasées. Elles présentent par ailleurs, ces pièces, vous le voyez à l'écran sur le cliché de droite, mais des angles très pointus. C'est ce que nous allons voir avec la caméra dans le flanc. Nous aurions pu prendre de multiples exemples. Sous la blessure, il y avait cet angle pointu. Et ici, sous l'aisselle, devinez-vous légèrement décaler les deux pièces. Dans la partie arrondie, sous l'aisselle, il y a un niveau de quelques millimètres en dessous. Ces décalages de pièces, nous allons en rencontrer régulièrement. Elles sont tout à fait significatives, exceptionnelles, et elles évoquent la rétractation des pièces de plâtre. Les marques en surface présentent alors un aspect très éloigné de ce que l'on observe sur des tirages plus récents. Vous voyez mieux peut-être sur le cliché de droite ces angles pointus dont je vous parlais, les petites pièces. À gauche, j'ai choisi une tête colossale d'Artémis qui provient de Cherchell et qui est produit aussi à partir de moules à pièces en plâtre, mais daté beaucoup plus tardivement, 19e ou 20e siècle. Les pièces, dans ce cas, sont de forme beaucoup plus large, elles sont régulières, elles n'ont pas d'angle aigu, elles n'occasionnent aucun décalage et elles offrent un réseau de couture qui est très fin, aux crêtes nettes et acérées. Nous aurons l'occasion d'en revoir. Après avoir essayé de lire les traces du moule qui avait pu être utilisé, nous nous sommes attardés sur le tirage proprement dit. Ce tirage est plein. Il est lourd, il pèse 436 kg, il est en plâtre gâché, lâche ou clair. Un plâtre gâché lâche ou clair est opposé à un plâtre gâché serré. Pour obtenir un plâtre gâché lâche, je vous fais court, le plâtre doit être versé en pluie dans une grande quantité d'eau et il s'ensuit un matériau assez liquide ou liquide dont la prise est évidemment plus longue que dans le cas d'un plâtre serré. Et là, vous voyez, cela a pour effet de laisser apparaître en surface de nombreuses bulles d'air. Et quand on veut regarder ou observer un plâtre gâché serré, nous avons la réparation au niveau du bras droit. Voyez-vous ici, vous l'avez vu complètement ouvert tout à l'heure, le poignet avec les armatures de bois. Le plâtre a donc été réparé. Il l'a été en 2004. Notez la finesse des coutures, notez les crêtes acérées. Et peut-être sentez-vous la densité du plâtre, un plâtre qui d'ailleurs est très fin, mais qui ne présente en surface aucune bulle d'air comme celle que vous avez pu apercevoir sur le dos. C'est sur le dos qu'on les voit le plus clairement, ces bulles d'air. Il est très différent, mais même à l'œil. Et on sent une sorte de porosité
Alors peut-être moins en surface, et vous allez comprendre pourquoi dans un instant, qu'à l'intérieur de la terrasse, où de ce fait, il sera moins résistant. Regardez ici, laissons le temps d'approcher maintenant notre troisième point, les matériaux constitutifs de cette œuvre. Nous avons donc les dégâts qu'a subis le Gaulois déjà, ces fractures, ces lacunes, mais qui par ailleurs nous ont permis d'avoir accès à un assez grand nombre d'informations qui sont souvent enfermées, invisibles. Là, nous avons constaté, c'est ce qui est mis en évidence avec la caméra, que 2 types de plâtres ont été utilisés. L'un pour la coulée. C'est ce plâtre que vous avez en partie supérieure, qui délimite un fin bandeau. Peut-être avions-nous le moyen de mieux le voir juste avant à droite, ou alors de ce côté. Vous voyez, c'est 1 centimètre de plâtre de coulée. Un plâtre, donc celui qui est en contact direct, vous vous souvenez, avec les parois du moule et que l'on va donc retrouver en surface. Il est certes un peu poreux et avec de nombreuses bulles, mais en même temps, il est plutôt fin. Vous sentez peut-être à l'œil la différence de matériaux. Il est aussi plus clair et il pourra même être immaculé à certains endroits. Le second est un plâtre dit de comblement. Il est assez grossier, peut-être le sentez-vous aussi, moins clair, gris. Il est fréquemment granuleux et, bien entendu, plus friable aussi. Pris au cœur de ces 2 matériaux et visible au niveau de la terrasse, dans la partie arrière de l'œuvre, sont visibles les armatures métalliques de section carrée. Elles sont en fer forgé et ont vocation à armer plus solidement les matériaux. Quand nous héritons du Gaulois, c'est l'ensemble de la terrasse qui, vous l'avez vu, était très endommagé. Malgré tout, encore masqué, il y avait une large fracture qui traversait l'ensemble de l'œuvre sous le buste et qui, du coup, la terrasse ne remplissait plus ses fonctions de support du corps. Nous n'avons pas eu d'autre option que d'envisager la dépose intégrale de l'ensemble des pièces fracturées et une reprise complète de cette terrasse en sous-œuvre. Vous voyez ici le corps du Gaulois que nous soulevons. Seuls 2 pieds auront pu rester sur la terrasse. Vous voyez donc que toute la partie droite était abîmée. Vous notez comment les armatures de fer forgé s'inscrivaient au cœur du matériau. Et nous allons voir la terrasse complètement ouverte avec les armatures de fer forgé. Elle semble, cette terrasse, avoir été fabriquée creuse, puis armée de plâtres lourds, chargés, nous en reparlerons dans un instant, armée encore d'éléments en bois et de ces parties métalliques que vous avez sous les yeux. Un matériau et des matériaux que nous ne retrouverons plus à partir du XIXe siècle, par exemple. Le buste ici déposé. Il faut garder à l'esprit que, dans tous les cas, un souci d'économie de matériaux va guider et dicter les recherches et les pratiques de tout temps. Qu'il s'agisse du gypse, du plâtre, certes, mais encore du bois, par exemple, il faut savoir qu'une cuisson du gypse est longue et qu'elle est terriblement xylophage. Cela explique en partie aussi les coûts d'un tirage qui, dès que possible, deviendront creux et assez vite, avec assez peu d'armature, voire pas d'armature du tout. Tout au plus, nous rencontrerons des éléments intégrés dans le plâtre. Au XIXe siècle, je pense à la filasse ou au procédé de Sachi, et qui viendront densifier l'ensemble, mais on n'aura plus ces plâtres et ces tirages pleins, massifs et aussi denses. À titre d'exemple, et pour clore le sujet autour de la tête de Cherchel que j'avais choisi tout à l'heure, vous voyez l'intérieur du plâtre est tiré creux. Il est par conséquent beaucoup plus léger, avec quelquefois des croisillons de bois, mais même pas systématiquement. Ce n'est évidemment pas le cas
avec le gaulois mourant. Et à propos des matériaux internes, terminons ce panorama. J'évoquais à l'instant un plâtre lourd, un plâtre chargé, vous vous en souvenez. Et auparavant, à l'arrière, dans la partie lacunaire de la terrasse, nous avons vu qu'il était plus grossier, plus gris. Cela tient à la présence d'inclusions qu'il n'est pas du tout rare de distinguer. Il y a des morceaux de gypse avec des cristaux non cuits, d'aspect vitreux, jaunâtre, mais il y a encore des traces de cendres, de charbon, et c'est ce que vous voyez avec ces points noirs que l'on devine. Vous voyez, il y en a un second vers lequel, qui est plus haut, qui est caché, qui est ici, ou là, mais là. Et tous les points plus clairs, d'apparence un peu jaunâtre, sont le plus souvent des fragments incuits de gypse. Il y a par ailleurs des impuretés diverses, et nous verrons cela mieux ici sous loupe binoculaire. Nous avons un gros plan sur les matériaux. La terrasse ouverte nous a permis d'avoir accès à tout un champ d'inclusions qui sont parfois assez grosses, qui deviennent constitutifs du matériau utilisé. Cela est en lien direct avec la technique de cuisson du gypse, nous en reparlerons, et ces éléments non cuits ou autres sont probablement, de manière empirique, devenus fonctionnels. C'est-à-dire que, vous voyez, au départ, en 2004, nous ne connaissons pas le plâtre. Nous découvrons qu'à l'intérieur, il y a un plâtre plus grossier, plein d'impuretés. Donc, on a tendance assez rapidement, je ne sais pas si vous auriez songé de la même manière que moi, à se dire, de toute façon, c'est pas grave, ça se voit pas, on peut mettre le plâtre, on va pas le perdre, on va le laisser à l'intérieur. Et de toute évidence, et avec le recul, et aussi avec les exemples que j'ai eus sous les yeux depuis 2004, et aidé aussi, je dois l'admettre, avec tous les collègues des responsables de réseau Gypsotech avec qui nous pouvons échanger. Et là, je pense dernièrement avec Vincent Farion, le directeur du musée du plâtre, qui retient l'idée que ces matériaux deviennent véritablement fonctionnels et que cette idée « ça ne se verra pas, c'est pas grave » est absolument stupide, déplacée, et qu'on peut obtenir une forme de matériau, je dirais, entre guillemets, un peu composite, mais qui peut être choisi aussi pour une meilleure résistance, une meilleure tenue mécanique, par exemple. Et puis, encore, c'est moins évident quand il s'agit du gaulois mourant, mais c'est vrai quand on a des pièces qui font 3,50 m ou 4 mètres de haut, simplement des valeurs de lestage de l'œuvre. On les verra parfois chargées de briques ou de quantité d'autres matériaux. C'est au procédé de cuisson, vous disais-je, que l'on doit cette qualité de matériaux. En effet, il était cuit dans les siècles passés et jusqu'à assez peu de temps dans un type de four que l'on appelle un four culé ou un four de culé. Et là, vous voyez cette construction avec les foyers qui sont en partie inférieure et ensuite on charge de gros morceaux de gypse, puis en partie supérieure des petits fragments. 4 à 5 jours de cuisson avec une température régulière aux alentours de 150 à davantage degrés et des procédés techniques qui, vous comprenez aussi, vont mettre en contact certaines pièces de gypse avec le foyer, avec le bois, et nous permettre de comprendre qu'effectivement, on ne les gâche pas, mais les impuretés constitutives présentes sont liées tout simplement à ce contact avec les matériaux. Les procédés techniques de cuisson ont évidemment dans leur ensemble changé, en particulier avec des résultats qualitatifs considérables, des grains très fins et des plâtres immaculés, mais tout cela est hors de notre sujet. Après l'examen des 3 points que nous avons entrepris de voir ensemble, nous avons tout de même eu des éclaircissements sur la fabrication du moule, sur le procédé de tirage et sur la nature du matériau. Et à ce stade, il nous a déjà semblé pouvoir reconnaître une des possibles signatures d'un plâtre ancien. Mais au-delà de ce premier constat,
Quand l'œuvre fut nettoyée, vous aurez observé avec les premières images qu'elle était spécialement encrassée. Eh bien, nous avons pu faire d'autres observations. Tout d'abord, constater la présence de quelques éléments résiduels, encore très nettement visibles aujourd'hui, et je pense que dans les différents balayages que nous avons effectués jusqu'à présent, vous les aurez aperçus. Peut-être vous êtes même interrogés sur ce qu'étaient ces taches qu'on avait pu laisser, des taches jaunes, ocre. Au départ, nous avons cru qu'il s'agissait de développement de moisissures, crues et crins. Les lieux des écuries où les pièces étaient conservées étaient avec une hygrométrie relative très élevée, et cela nous semblait préoccupant. Nous avions juste pas compris encore ce que c'était qu'un plâtre. Le plâtre n'est pas le matériau aussi ingrat qu'on a quelquefois par rapport à l'eau, on a quelquefois à l'esprit, puisque pour se reconstituer, on lui a donné l'eau nécessaire à sa reconstitution. Il ne peut pas en absorber quantité d'autre. Des analyses ont donc été faites de ce matériau de surface, et il s'est avéré un matériau de type savon noir ou peut-être gomme laque, mais pas du tout des moisissures, pas de champignons ou d'autres développements autonomes. La gomme laque est un produit jaune. Là, vous devinez les taches satinées qui offrent un aspect lissé, non granuleux, inhabituel. La gomme laque qui a été longtemps utilisée, elle était appliquée sur une pièce que l'on s'apprêtait à mouler, par exemple, pour protéger la surface de l'œuvre avant d'y appliquer du plâtre, pour faire un moule à pièce. Et ensuite, elle pouvait être aussi recherchée pour faciliter l'enlèvement des pièces. Dans le jargon des ateliers, les mouleurs l'appellent le plus souvent un agent de séparation ou encore un agent démoulant. Sous nos yeux, un moule à pièces recouvert de gomme laque, de la manufacture de Sèvres aussi. Et vous voyez cette couleur jaune, c'est tout simplement pour faire ce rapprochement. La présence de ce matériau à l'état résiduel, important sur la terrasse, mais vous aurez vraisemblablement l'occasion de le revoir aussi sur le torse, nous a permis de comprendre que notre tirage avait été à son tour moulé, c'est-à-dire recouvert d'un fin film de savon noir ou de gomme laque, d'un agent de séparation pour protéger la surface, avant d'être lui-même recouvert de pièces de plâtre, c'est-à-dire d'un moule à bon creux. Cette idée qui nous est venue en trouvant ce matériau, vous apercevez par endroits cette projection de gouttelettes jaunâtres, cette idée nous a permis ensuite d'interpréter d'une autre manière certaines marques en surface que nous avons retrouvées à différents endroits, assez nombreuses finalement, mais très nettes au niveau de la clavicule gauche, où vous avez, regardez ici, vous voyez ici et tout le long, une incision qui court et qui court le long d'une couture. Des marques d'outils en creux, ça n'est pas tout à fait commun, normalement on n'en rencontre pas, et cette marque est à mettre en relation avec l'enlèvement d'une pièce qui adhère, qui résiste plus ou moins fortement et qui va contraindre le mouleur à glisser alors entre deux pièces une lame de couteau pour pouvoir la retirer. En fait, comme on ferait avec un gâteau dans son moule et qui a adhéré aux parois, vous voyez, on passe, mais en principe, évidemment, on s'arrête avant de toucher l'œuvre. Mais il n'est pas rare que cela ne soit pas le cas et que la pièce soit rayée. C'est le cas ici. Quand nous avons pu intégrer ces deux points, c'est-à-dire les taches ocre jaune, puis les incisions, des traces, je vous le rappelle, masquées par la crasse, nous avons tout de suite mieux interprété ce que nous prenions au départ comme des fractures de mauvais traitement, si je puis dire. Ces traces, en fait, d'interventions plus invasives que nous avons déjà évoquées et qui révèlent celles que vous avez vues
sur les images d'archives et qui révèle en fait que le tirage a également été mis en pièces. Il n'est pas impossible que ces ouvertures à la scie à fil que vous avez vues au niveau de la cuisse droite ou à différents endroits aient été faites au niveau des plans et des joints de section, mais elles auront considérablement fragilisé la pièce à ce moment-là. Nous avions imaginé que le Gaulois avait été victime de mauvais traitements, comme je vous le disais tout à l'heure, secoué. Et à notre décharge, il faut savoir que les collections parisiennes, avant d'arriver à Versailles, quand elles quittent leur maison mère, eh bien, ou avant de les quitter, elles subissent des violences assez importantes. Sous vos yeux, Le Figaro, le jeu de massacre des élèves des Beaux-Arts, tribune de Pierre Mazard en 1969. Ici, des pièces très endommagées, cassées pour d'autres complètement. Et un autre emblème qui s'est avéré être notre ancêtre, daté de 1666-67, l'Hercule Farnèse, ici dans le vestibule droit de l'École des Beaux-Arts de Paris, a lui-même été victime de ces violences. Ceci dit, je viens de vous dire que nous le dations du XVIIe siècle, 1666-1667. Une pièce du XVIIe siècle n'est pas facile à casser. Les étudiants, nous en avons des témoignages, l'attaquent avec une barre de fer, mais la densité du plâtre, et je retrouve l'occasion de vous parler des matériaux constitutifs, ne permet pas facilement de les briser. Il a eu la jambe fracassée, mais au niveau d'un plan de section, et les pièces ont pu être conservées. D'autres pièces ont été mises en morceaux pour différentes raisons, encastrées dans des murs ou devant passer coûte que coûte dans une fourgonnette de fortune. Elles ont été beaucoup sciées. Et ici, vous voyez le transport de relief, c'est comme ça, en pièces comme cela, dans la fourgonnette, qu'arrivent les temples du Parthénon ou des dioscures du Forum romain qui sont sous la rotonde aujourd'hui. Le dioscure Déméter du Parthénon va aussi voyager dans la fourgonnette. Ce ne fut pas le cas. Alors, elle a bénéficié, elle n'était sans doute pas facile à scier non plus. Ce ne fut pas le cas tout de même pour le dioscure de Montecavallo sur la colline du Quirinal, qui lui était en section qui pouvait être déposée, mais il arriva tout de même, pour les pièces qui n'ont pas bénéficié de la plateforme ou de conditions de dépose faciles, il est arrivé en une vingtaine de morceaux. Et la dernière image que je vous montre, parce qu'il ne s'agit pas de faire le panorama de ces déménagements, mais tout de même, donc la tête et les poings du dioscure de Montecavallo, mais tout de même, c'est important pour la première perception que nous avons eue de cette œuvre. Parce qu'au départ, évidemment, on l'a associée à toutes les œuvres qui étaient endommagées, en se disant, c'est simple, on l'assied au niveau des cuisses, on l'assied au niveau du buste, et comme ça, c'était plus facile de le mettre dans la fourgonnette. Sauf que quand on connaît les archives, quand on connaît le véhicule, on se dit, ça ne tient pas pour le Gaulois mourant. Il y a juste à le pousser, lui. Il n'y avait pas de raison, puisque même pour Déméter, on a trouvé une option qui permettait de ne pas lui couper le bras. Donc là, avec les traces ocre jaune et les incisions, nous avons compris que le buste du Gaulois a été déposé. Il a été clairement et volontairement donc désolidarisé de la terrasse, la tête, les deux bras et les deux jambes sectionnés clairement avec une scie à fil, peut-être au niveau des joints de section, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais les parties obtenues, bras et jambes, ont fait office de ce que l'on appelle les abattis, nous dirions des pièces détachées, et qui sous cette forme sont plus faciles à mouler. Et ensuite, voilà, les pièces auront reçu le film protecteur avant d'être recouvertes de pièces en plâtre. Alors là, vous devinez la projection peut-être tout de même à l'écran, même si ces documents ne sont pas de très grande qualité. Vous voyez l'aspersion des taches ocre jaune. En fait, ce qui n'est pas une aspersion, l'œuvre a été recouverte et il nous reste des petites taches qui sont mal parties. Peut-être devinez-vous aussi, là, sur ce cliché, la couture qui court le long du flanc droit du Gaulois. En fait, si nous relions
les 2 lignes rouges de la cuisse à la jambe, vous voyez, nous pouvons suivre cette couture. Je profite de ce cliché pour vous la montrer maintenant parce qu'elle sera peut-être moins évidente à remarquer tout à l'heure. Or, cette couture va être importante pour la suite. Une fois la prise d'empreinte effectuée, les éléments ont été réassemblés, remis, rejointoyés, et c'est cela que nous avons à l'écran quand je vous ai montré les séquelles tout à l'heure, c'est-à-dire un réassemblage qui aura cédé avec le transport à Versailles, comme ce fut le cas pour bien d'autres œuvres. Cette opération que je viens de vous décrire, c'est-à-dire la prise d'empreinte de ce Gaulois, est un surmoulage. Il nous restait à poursuivre l'enquête et à essayer de comprendre quand même pourquoi, dans quel contexte et pour qui une opération comme celle-là avait pu être faite. Car c'est une opération très invasive tout de même de mettre en pièces une œuvre. Les tirages étaient et sont encore aujourd'hui des pièces très coûteuses. Si on veut avoir une Vénus de Milo dans notre salon, c'est plus de 10 000 €. Et peut-être que mes chiffres seraient à actualiser. Je sais qu'il y a des personnes de l'atelier de moulage qui sont là. Les tirages restent coûteux. Ils sont difficiles à obtenir et un surmoulage est lui-même précieux. Mais surtout, pourquoi? Nous avons enquêté, cherché en fait pour qui? Pour quel autre Gaulois faire cette opération? Évidemment, on oublie complètement les marbres. Un marbre, c'est une copie, mais pas du tout dans le même processus. Et du coup, le Gaulois mourant qui est dans le parc du château de Versailles, que l'on doit à Monnier, il l'a réalisé quand il était à Rome à l'Académie de France, on le laisse de côté. Il y en a des Gaulois mourants tout autour de nous, mais tout de même, pas non plus en quantité. Et en poursuivant l'enquête, nous avons retrouvé une pièce qui pouvait justifier cela. Nous avons compris, grâce aux coutures, grâce à l'incision, que notre Gaulois avait servi pour une fonte en bronze. C'est sur le cliché de gauche. Devinez-vous la couture qui court? Elles sont très difficiles à mettre en évidence parce qu'elles ont, sur les bronzes, souvent été nettoyées, et c'est le cas, vraiment, bravo, on voit mieux, à la fois les points et la couture qui court de l'aisselle jusqu'à la fesse, et nous retrouvons la même sur la fonte. Nous avons aussi une autre couture similaire qui se trouve au niveau de la clavicule gauche, là où justement, tout à l'heure, nous vous avons présenté la couture et l'incision. Nous allons retrouver les coutures dans l'aine. Et le bassin sont juste des traces très discrètes. Et à l'arrière, dans la manière dont ce sera le cas pour un certain nombre de coutures, nous avons fait le choix de ne pas cerner tout le Gaulois pour faire la démonstration. Et si nous avions fait la comparaison avec le plâtre des images qui présentaient les séquelles tout à l'heure, nous avions une configuration tout à fait similaire. Toutes ces vues se retrouvent sur la fonte du Gaulois en bronze qui est dans le parc du château de Fontainebleau. Il a été réalisé par le fondeur d'origine napolitaine Vinaccia, Giuseppe Vinaccia, Joseph Vinache, en 1688, et il est toujours visible dans les jardins du château de Fontainebleau. Ce travail de la fonte et ces différentes opérations par rapport au plâtre, Madame Geneviève Bresque a fait un point sur le sujet, tout à fait remarquable de similitude. Nous n'avons pas travaillé ensemble. Je vous rappelle que nous étions en 2004, que nous ne connaissions rien de la manière de dater les plâtres. Et Madame Bresque, je vous renvoie à ses publications, nous renvoie dans le Mémoire des figures et autres choses que feu Monseigneur le marquis de Louvois a ordonné être tiré du magasin de 1688 à 1691
par ordre du 12 juillet 1688, on a livré au sieur Vinache les creux du gladiateur mourant. On lui a livré au même, le 13 juillet 1688, les jets plâtres du gladiateur mourant. C'est le mouleur Langlois qui a été payé le 12 juin 1689 pour la manutention des moules. Et c'est François Girardon, le 26 décembre 1688, qui rembourse les avances faites aux sculpteurs pour les sculpteurs qui ont réparé les pièces dont on allait faire des prises d'empreintes du gladiateur mourant. Je remercie Geneviève Bresque pour sa générosité, son accompagnement, et je vous renvoie à ses travaux. Cette découverte, en réalité, non la découverte de la fonte en tant que telle, mais bien celle qui consistait à pouvoir dater des plâtres, va bouleverser toute notre approche de la collection. En effet, il était désormais possible qu'à partir d'un travail technique conduit pour chaque restauration, d'espérer écrire des pages de l'histoire de ce conservatoire et des contextes d'acquisition. Vous l'avez bien compris, les premiers modèles qui arrivent au XVIIe siècle. Certes, ils sont plutôt beaux, mais il faut se décaler par rapport au modèle proprement dit et essayer de comprendre les programmes idéologiques que l'on écrit avec ces modèles. Nous avons confirmé ce reliquat en croisant les modèles dans les inventaires et les documents d'archives, une fois cette étape franchie, pas avant, et c'est heureux, le premier inventaire général des collections royales au Louvre est rédigé par le sieur Philibien, André Philibien, l'historiographe du roi Louis XIV, que vous connaissez. Ce premier inventaire commence par les creux. Les pièces sont abritées dans la salle des Suisses, sont conservés les creux ou les moules. S'en suivent les plâtres, puis enfin les marbres. Cela nous amène à revisiter la perception, bien entendu, que l'on a du plâtre, mais qui n'est pas le sujet en tant que tel, qui est surtout celui de cette appropriation de valeur. Et en ce qui concerne les creux, il ne vient pas à l'idée de se dire que Philibien, il est entré dans la salle des Suisses pour faire le récollement, puis il a commencé parce qu'il y avait là avant tout. Le creux était la promesse d'obtenir le modèle, de dupliquer et de démultiplier la forme. Les prises d'empreintes sont négociées très âprement à Rome. C'est difficile, cela coûte très très cher. La possibilité d'avoir des creux ou des moules est absolument essentielle. Ce ne sont pas quelques pièces, c'est plus de 100 pièces qui sont des modèles d'antiques, conservés sous la forme de creux ou de jets, de tirage. Et nous avons pu mettre en évidence la présence du gladiateur mourant dans les collections royales au XVIIe siècle et dans celles de l'Académie royale de peinture et de sculpture au Louvre. Nous l'avons sous la forme du creux et nous le retrouvons sous la forme du jet. Je pense que nous avons la pièce qui était ici sous les yeux, dans la salle des antiques du roi, compte tenu des travaux de Geneviève Bresque. Mais il n'est pas impossible qu'il ait été réalisé pour être offert ensuite à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Cela me paraît trop hardi de vouloir lui donner une appartenance définitive. En tout cas, les plâtres arrivent à Paris dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Ils sont probablement issus de la politique amorcée au tournant des années 1660, postérieure au voyage en France du cavalier Bernin. Cette conclusion confirme aussi que les éléments techniques pressentis comme une signature d'un tirage ancien peuvent assurément être retenus comme tels et constituent la carte d'identité que nous attendions. Aujourd'hui, sur cette base technique solide, nous avons reconstitué un ensemble de 15 statues dans les collections royales françaises. La boucle est bouclée. Nous retrouvons le Gaulois mourant dans son environnement à Versailles. Maintenant, avant de vous quitter, je souhaite partager avec vous autre chose
Et je vous invite, pour commencer, à regarder la pièce qui voisine à côté du Gaulois, à droite, une figure d'homme nu, couché. C'est une figure qui appartient au groupe des Niobides de Florence. J'y reviens dans un instant, car je souhaite partager avec vous une découverte très récente, un scoop, réalisé à l'Académie de France à Rome. L'Académie de France, qui est une institution pensée autour de cette idée de l'appropriation de l'antique dont nous avons parlé maintenant durant 1 heure. Et le musée du Louvre a initié un partenariat d'aide à la gestion des collections, à la restauration des œuvres depuis plus de 5 ans maintenant. Et là-bas, un ensemble d'œuvres très endommagées, appartenant au groupe des Niobides de Florence, était abrité dans les réserves de l'Académie de France. Des pièces qui ont beaucoup souffert d'une présentation en extérieur, qui me semblait vraiment permettre la mise en évidence d'éléments que je reconnaissais en lien avec les pièces du XVIIe siècle, mais vraiment on m'opposait et je ne pouvais pas aller contre cette idée que cela n'était pas possible, puisque dans les inventaires de l'Académie de France à Rome, il n'y avait pas de groupe de Niobides. L'Académie de France à Rome, je le savais. L'Académie de France à Rome, vous savez, aujourd'hui, on y ajoute très volontiers Villa Médicis. Quelquefois, on ne parle que de la Villa Médicis, mais c'est tout d'abord l'Académie de France. Elle est installée dans une villa qui est la Villa Médicis, mais ça n'a pas toujours été le cas. Elle n'arrive à la Villa Médicis qu'en 1803. La restauration des œuvres que vous avez sous les yeux a été commencée en septembre dernier. Elle a été validée par Stéphane Gaillard, le directeur par intérim de l'Académie de France. Nous avions un lot de 7 pièces à restaurer. Des statues, vous le voyez, qui sont en sections, comme l'était probablement notre Gaulois, des sections jointoyées au plâtre et inamovibles, c'est-à-dire qu'on va tout de même pas aller ouvrir un plan de section pour regarder à l'intérieur. Mais tout de même, entre-temps, j'avais mené une enquête, parce que bien entendu, on me disait que non, ce n'était pas possible, pas de Niobides avant le XIXe siècle. Alors j'ai commencé à penser autrement et à me dire que dans le fond, quelque chose clochait, puisque moi je reconnaissais cette carte d'identité technique. Et les pièces répondent à tous les critères pratiquement. Alors, le faisceau, après, vous avez vu, c'est un certain nombre d'éléments, il peut manquer ici ou là certaines choses. Mais là, nous avions vraiment des éléments qui me permettaient de penser cela. Et en cherchant, j'ai trouvé que des prises d'empreintes du groupe des Niobides avaient été réalisées en 1587. Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Le groupe des Niobides, là, c'est le groupe de Florence. Il appartient à la famille Médicis. La villa est du même nom. Ferdinand de Médicis achète ce groupe, il est à Rome. Et on est en 1583. En 1587, vous voyez, juste quelques années après, il est nommé grand-duc de Toscane. J'ai retrouvé une prise d'empreinte par Ferdinand de Médicis. À cette époque, il la commande immédiatement et se fait livrer en 1588 un jeu complet de moulage à Florence. Le travail reste entier, le travail reste à faire, si vous voulez. Mais cela a rendu possible cette idée que les pièces soient des pièces vraiment anciennes. J'ai trouvé ensuite une seconde prise d'empreinte dans les années 1660, quand l'ambassadeur de France demande un tirage de l'ensemble du groupe à l'intendant des collections de Ferdinand. Ça lui est refusé, il va demander directement à Ferdinand, qui va l'accorder. Une seule des statues que nous avions à restaurer, celle que vous avez sous les yeux, peut-être le devinez-vous, au niveau de la poitrine de ce jeune qui s'enfuit. Rappelez-vous, nous avons le même modèle dans la gypsothèque, vous l'avez aperçu tout à l'heure. Voyez-vous cette ouverture que nous avons pour ce qui concerne la première section, qui comprend donc la tête, le bras droit et juste une partie très haute du buste. Là, c'était ouvert sur l'ensemble, sauf sur 15 cm à l'avant.
Nous avons donc pris la décision avec l'architecte des monuments historiques de déposer la pièce supérieure. Vous l'avez sous les yeux. Remarquez que cette pièce présente un système de clés, vous savez, ces creux et ces bosses, tout simplement, qui permettent que la partie supérieure ne glisse pas complètement, qui permettent la stabilité. Et là, est-ce que vous devinez la bosse qui est à l'avant, qui est une bosse beaucoup plus grosse que les autres, un peu anormalement grosse? Elle va en fait venir épouser un creux anormalement grand en dessous, et là, sur l'autre partie, dans ce creux, une date. Un mouleur est venu inscrire, graver une date. Le suspense a été ménagé, vous aurez remarqué. 1686, et nous avons la forme et la contreforme, parce que dans cette cuvette venait s'encastrer la partie un peu plus grande que vous avez vue de l'autre côté, et nous avons donc la date en contreforme. Dans les collections de l'Académie de France aujourd'hui, à la lumière de ces travaux, cette date, c'est fin novembre 2018 que je l'ai découverte, mais ça a fait basculer complètement tous les travaux sur les pièces de l'Académie qui ont connu le même désamour que celle de Versailles. Et aujourd'hui, c'est un ensemble de 10 statues du XVIIe siècle qui a été reconnu, et plus de 50 plâtres de relief de la colonne Trajane, un peu ce que nous avons aussi au Louvre. De toutes les façons, nous allons revenir à l'inventaire. Cet inventaire où nous avons vu le gladiateur mourant tout à l'heure. Regardez juste en dessous. Nous allons retrouver d'autres modèles, le cheval de Niobé, et en dessous, la mère de Niobé et 9 de ses enfants. En 1692, dans l'inventaire signé par Félibien, il y avait la mère de Niobé et ses enfants. Le Niobide couché, qui était à côté du Gaulois tout à l'heure, sur le groupe des pièces du XVIIe siècle de la Gypsothèque du Louvre, ce Niobide couché, je le pense, frère des Niobides de 1686 de Rome. Il est sans ses pieds, c'est-à-dire dans l'état des marbres quand on les découvre en 1583. Et ces pièces seront restaurées plus tard, à Florence en 1775, peut-être auparavant à Rome. Je vous le redis, tout cela est encore à éclairer, mais j'avais envie de le partager avec vous. Mais il est probablement celui qui est voisin du Gaulois, issu d'un moule du XVIe siècle. En éclairant des pans entiers de l'histoire de ces deux institutions, la Gypsothèque du Louvre et celle de Versailles, nous rendons pleinement son statut patrimonial à ces pièces de plâtre. Nous redonnons sens à ces humbles passeurs de relais. Mais les travaux aujourd'hui restent à faire, puisque c'est tout des pans de la création française que l'on peut éclairer de cette manière. Racine a vu l'antique, Debussy pour le XIXe siècle voit la colonne des danseuses, et j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer, nous avons ce prélude aux danseuses. C'est vraiment un travail qui est entamé, qui nous met en évidence un conservatoire du XVIIe au XXe siècle, et maintenant, à chacun de s'en éparer. Il me reste à exprimer toute ma gratitude à Alain Pasquier et Jean-Luc Martinez pour la confiance qu'ils m'ont sans relâche accordée. Mes remerciements à la régie du département des antiquités grecques, étrusques et romaines, à l'atelier de marbrerie pour la présence du Gaulois avec nous ici ce matin, à tous mes collègues auprès de qui j'apprends chaque jour, et enfin à Monica Preti et à toute l'équipe de l'auditorium qui a souhaité vivement et fait en sorte que nous puissions être là aujourd'hui. Merci à Thierry d'avoir filmé cette œuvre en scène, mais aussi et surtout à un duo de choc qui est en régie, Valentine
et Joanne. Et merci à vous tous d'être venus.